passe à l'article 4 avec l'amendement 21 rectifié bis. Monsieur Delège. Pardon, Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour un rappel au règlement portant sur l'organisation de nos débats. Hier, le Sénat a décidé de supprimer l'article 1. L'article 1 avait pour objet essentiel d'étendre l'accès à la PMA aux couples de femmes et potentiellement aux femmes seules. Cet article ayant été supprimé, force est de s'interroger sur la pertinence de l'examen de l'article 4. Car l'article 4 porte sur les modes de filiation qui avaient été construits justement pour permettre à l'enfant né dans ces circonstances d'avoir une filiation établie. Donc cet article 1, dont le sort, je dois vous le confier, m'est assez obscur à l'heure où je m'exprime, puisqu'il doit faire l'objet d'une deuxième délibération dont je n'ai pas extrêmement bien compris quel serait le contour. Toujours est-il que se positionner sur un article 4 qui organise le système de la filiation, justifié par un article 1 qui n'existe plus et qui existera peut-être, tout ça rend les choses quand même extrêmement complexes. Alors, je sais bien que, Président Karoutchi, vous disiez à ces bancs, nous ne sommes pas le Conseil d'État, mais quand même, il y a de la marge. Donc, je n'en ai pas le pouvoir, mais je demande à la Commission et ou au gouvernement de demander la réserve de cet article afin que nous l'examinions après que le sort définitif de l'article 1 ait été tranché. Acte est donné de votre appel au règlement. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le Président de la Commission spéciale, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, avant de commencer l'examen de l'article 4, je souhaiterais revenir sur la non-adoption de l'article 1er. Cet article a été renvoyé en commission spéciale qui décidera s'il y a lieu ou non de le faire revoter avant la fin de l'examen du texte. Les débats qui vont avoir lieu sur la filiation en cas de PMA doivent donc se dérouler en toute connaissance de cause des choix à venir du Sénat. Ceci dans un souci de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Je souhaite donc vous indiquer que si l'article 1er en venait à ne pas être réintégré dans le projet de loi, le gouvernement demanderait alors qu'il y ait une nouvelle délibération sur l'article 4 à des fins de coordination. Bon, un peu d'ordre, pardon, mais chacun va s'exprimer, mais dans le calme et l'ordre. Déjà que ce n'est pas toujours très simple de suivre tout le monde. Par pitié, un peu d'ordre. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je ne nie pas les difficultés qui existent du fait qu'hier, dans les circonstances dont chacun se rappelle, l'article 1 a été supprimé. Pour autant, il a été indiqué qu'une nouvelle délibération pourrait avoir lieu. Elle ne peut avoir lieu qu'en fin de texte. Et si nous réservons l'article 4, nous ne pourrons qu'en délibérer avant la seconde délibération sur l'article 1, ce qui n'aurait pas grand sens et ce qui ne changerait pas grand-chose. Donc, nous sommes dans une situation où, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons délibérer sur l'article 4 qu'avant l'article 1. Ça n'est pas très logique, mais c'est ainsi. Et moi, je vous propose que nous continuions nos débats de la façon dont ils se sont amorcés, c'est-à-dire de continuer et de trancher sur l'article 4 dans l'ordre qui est celui du débat. L'article 4 resterait dedans. Mais je me fous des sénateurs. Bon. Vraiment, ne dispersons pas les débats, là. Hein. Madame Cohen. Écoutez, moi personnellement, je me trouve certainement comme beaucoup de mes collègues devant une situation assez inédite. D'un point de vue purement logique, nous allons nous prononcer sur un article 4 comme ça en apesanteur.
et défendre des amendements sur quelque chose qui, en réalité, n'existe pas. Alors, mes chers collègues, et ça n'est pas polémique de ma part, la majorité de droite du Sénat a pris ses responsabilités hier, et notamment le président de la commission spéciale, en demandant une nouvelle délibération. Donc il faut que vous assumiez les choses. Parce que là, on va parler, mais vous pouvez hurler, comme le dit M. Carucci, tout le monde a la parole. Vous pouvez la prendre et me contredire, ça ne me gêne pas. Le débat est toujours instructif, pour moi. Donc il n'y a pas de souci. Mais avouez quand même que parler d'un article qui ne sera plus rattaché et qui n'aura pas de sens et des amendements qui ne vont pas tenir, c'est ubuesque sur un sujet qui est extrêmement attendu, parce que la PMA pour les femmes en couple et pour les femmes non mariées est attendue depuis des années. Donc ça ne donne pas une image du Sénat telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire sereine et responsable. Bien, Madame Cohen, comme aux autres, je veux rappeler le fonctionnement normal, sauf ce qui serait de droit, si la Commission demande la réserve de l'article 4. Sauf, je le redis, si la Commission demande la réserve de l'article 4. L'article 4 sera débattu, pour la bonne et simple raison que c'est la règle, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Une deuxième délibération n'arrive qu'à l'extrême fin du texte, et par conséquent, nous ne pouvons pas dire que comme nous ne savons pas ce que serait la deuxième délibération et le vote sur la deuxième délibération, on ne fait pas l'article 4. Donc, soit la Commission me demande la réserve de l'article 4, elle est de droit, soit la Commission ne me le demande pas et je mets en délibéré l'article 4 et les amendements qui vont avec. Ça veut dire que si, par un malheur quelconque ou par un bonheur quelconque, au terme de tout cela, il n'y avait pas d'article 1, évidemment, ça changerait la nature des choses, mais nous sommes obligés, dans la mesure où on ne peut pas redébattre de l'article 1 maintenant, nous sommes obligés de faire le déroulé du texte comme il est inscrit à l'ordre du jour. Alors, est-ce que la Commission me demande la réserve sur l'article 4 ? La Commission me répond non. En conséquence de quoi, je mets en délibéré l'article 4 et nous appelons les amendements. J'appelle donc l'amendement 21 rectifié bis. Sur quoi ? Sur l'article 4, ben volontiers. Alors, Madame Schillinger, on ne sait jamais. Monsieur le Président, je me permets de prendre la parole à cet article car je suis inquiète. Depuis le début de l'examen, en deuxième lecture, le texte a été vidé. Tant de suppressions, tant d'amendements passés en quelques secondes ayant un impact durable pour la vie de nos concitoyens. Alors, je prends la parole car la suppression est encore là, tapie dans l'ombre de belles paroles et de grandes idées. Mais en oubliant, il semble, la réalité des Français et des Françaises. Supprimer encore et toujours l'article visant à la filiation est l'essentiel et qui est dommage que notre texte cesse de répondre aux besoins des citoyens, tant dans leur espoir de famille que dans leur rôle crucial de la filiation pour celle-ci. La protection de tant de femmes, de tant d'enfants et tant de familles était au cœur de notre texte. Il est dommage de voir que par des suppressions qui se suivent et se ressemblent, le texte ne devient qu'un squelette sans réelle intention de répondre aux attentes légitimes des Français. Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. On aurait aimé mener ce débat sur la filiation, sur les conséquences de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes, sur les questions de filiation qui sont des questions importantes. Mais, Monsieur le Président, on n'écrira pas un droit putatif. Je suis désolé, mais cette situation n'existe pas à l'heure actuelle en droit, puisque l'article 1er n'existe pas dans cet hémicycle. Donc, nous serons cohérents, puisque la Commission ne souhaite pas l'être. Nous retirerons nos amendements, nous ne les défendrons pas, et nous ne participerons pas au vote sur une question qui n'existe pas à l'heure actuelle. Le droit putatif n'est pas un droit réel. Vous avez créé un désordre législatif de premier ordre. Ce n'est pas à nous de nous, j'allais dire, voter dans ce désordre législatif. Eh bien, dont acte. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Je pense qu'il faut redonner un peu de rationalité à notre débat.
Il y a une chose sur laquelle nous sommes toutes et tous d'accord, c'est que l'article 1 n'a plus de majorité. Vous avez voté contre, nous ne voterons pas pour. La seconde délibération va confirmer ce vote. Il y aura de nouveau un rejet de l'article 1 parce que vous voterez contre et que nous nous abstiendrons. Donc, en effet, nous sommes dans une situation où vous avez fait un choix politique fort, qui est de vider ce texte de la totalité de ses articles. Je pense qu'il faut aller au bout de cette logique politique, et moi je partage tout à fait la position du groupe socialiste. Nous vous laisserons détruire complètement ce texte et d'assumer devant les femmes le choix de société que vous avez fait en leur nom. C'est notre principe. Très bien. J'en viens à l'amendement 21 rectifié. Pardon ? Oui, non, mais inscrivez-vous, franchement, parce que là, au fur et à mesure... Allez, allons-y. Monsieur le Président, merci. Mais s'inscrire dans ce contexte est un peu compliqué d'avoir de l'ordre dans ce grand désordre. Ça fait 4 mois que je suis au Sénat. Je pensais trouver des choses ordonnées. Et là, on est dans un grand jeu de quilles où il n'y a pas plus grand-chose qui tient. Donc je me range complètement à l'avis de mes collègues de gauche. Dans ce contexte-là, nous retirons également nos amendements. Très bien. Monsieur le Président de la Commission, vous avez demandé... Vous êtes sûr ? Oui. Monsieur le Président de la Commission. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier soir au moment du vote. Nous savions tous qu'une partie de la majorité du Sénat allait voter contre le texte. Nous savions tous qu'une partie de la majorité du Sénat allait voter pour le texte. Ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes abstenus. Vous n'avez pas voté ce texte. Je regrette de vous le dire, Madame de La Gontrie, mais je ne fais que donner les faits. Vous êtes abstenus et vous avez facilité le vote contre. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai voté pour. Oui, mais j'ai voté pour, monsieur. J'ai voté pour et je fais partie des 41 qui ont voté pour. Et donc, la majorité a assumé, sa position, elle a voté contre. Vous ne l'avez pas assumé. Bon, je suis absolument désolé. On attaque l'article 4 et j'attaque les amendements parce que le débat n'a pas à avoir lieu. Pardon de dire non. Vous ferez le débat sur les amendements. Vous ne pouvez pas avoir le débat sur les prises de parole sur l'article. Non. Par conséquent, prenez la parole sur les amendements si vous le souhaitez. Donc, amendement 21 rectifié bis, je donne la parole à Monsieur Delège. Monsieur le Président, elle va être très courte, il est retiré. Bon, allez. La parole sur le 12 rectifié, qu'il prend Madame Berthet. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Pour ma part, je présenterai cet amendement parce que personne ne peut présumer à l'avance du résultat d'une future délibération sur l'article 1. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture qui fonde l'établissement de la filiation de la mère d'intention sur sa seule volonté lorsqu'une AMP est effectuée par un couple de femmes, tout en modifiant son texte pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l'accouchement. Il lui serait cependant aussi imposé de reconnaître son enfant puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire. Cet amendement vise donc à rétablir la version de l'article 4 adoptée par le Sénat en première lecture. L'adoption est l'unique possibilité de notre droit d'établir une filiation élective sous le contrôle du juge et dans l'intérêt de l'enfant. Pour l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui accouche, l'amendement ne changerait rien au droit existant. Pour celle à l'égard de la femme qui n'a pas participé à la procréation, il propose de l'établir par la voie d'une procédure d'adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés. À la diligence de l'adoptant, l'adoption pourrait donc être prononcée dans le mois de la naissance de l'enfant et établie au jour même de sa naissance, de façon rétroactive, au jour même du dépôt donc de la requête en adoption. Ce dispositif a deux mérites. Il permet d'établir la filiation de l'enfant issu de l'AMP lorsqu'un couple de femmes y a recours en toute sécurité juridique. Il utilise les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation. Par cohérence, le présent amendement supprime le régime transitoire rétroactif
introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la reconnaissance conjointe aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant son autorisation en France. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. L'avis de la commission est favorable, Monsieur le Président, sur ce système d'établissement de la filiation qui présente l'avantage de permettre d'instaurer un lien de filiation de qualité sans toutefois ébranler le système de filiation qui existe en droit français actuellement et qui correspondra à plus de 99% des enfants qui vont continuer à naître en France. La femme qui accouche est la mère, c'est le principe du droit de la filiation pour établir la filiation maternelle. Et la femme qui n'accouche pas et qui ne peut pas avoir de lien biologique avec cet enfant bénéficiera de la filiation élective, la filiation de choix, qui existe déjà en France, qui est l'adoption, avec le système de sécurité que Mme Berthet a présenté en présentant son amendement, qui consiste à ce que, si l'adoption devait être refusée par une des deux femmes, le juge pourrait la prononcer et la filiation adoptive serait rétroactive au jour du dépôt de la requête, qui peut être le jour de la naissance de l'enfant. Voilà donc un lien de filiation de qualité. Et je rappelle qu'en matière de droit de la filiation, ça n'est pas la technique d'établissement de la filiation qui est vecteur d'égalité. En réalité, un père qui est père par présomption de paternité n'a pas une valeur supérieure à un père qui serait père par reconnaissance, ni même à un père qui serait père par adoption. Une technique est une technique. Ce qui est important, c'est la relation entre le parent et l'enfant. Et quelle que soit la technique de filiation adoptée, cette relation est de même nature. Les droits et les devoirs entre le parent et l'enfant sont de même nature, de sorte qu'il me semble que cet amendement a donc ce double avantage que de préserver le système de filiation existant et de donner à ces enfants et à ces femmes un lien de filiation de qualité. Avis favorable. Merci. Avis du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous disiez tout à l'heure, Madame la sénatrice, que vous ne saviez pas ce qu'il adviendrait de l'article 1. Vous avez raison. Et en matière de justice, il y a toujours également un aléa, voyez-vous. Quid d'une adoption qui ne serait pas prononcée judiciairement? Je veux rappeler simplement, humainement, sans dogmatisme, il s'agit d'un projet commun. Une maman accouche, la filiation est établie de façon traditionnelle et celle qui n'accouche pas doit recourir, dites-vous, souhaitez-vous, à l'adoption. Quid du juge qui ne la prononce pas? Deuxièmement, dans ce délai entre la naissance de l'enfant et le prononcé de l'adoption, s'il y a des mesures extrêmement importantes, qui peut les prendre? Seule la maman qui a accouché? Troisième élément, pardon, ça n'est pas rien. Si la maman qui doit adopter meurt, quelles sont les conséquences successorales? Est-ce que l'enfant n'a droit à rien de la part de sa deuxième maman, au motif que la procédure serait singulièrement plus complexe, plus longue et, je le redis, aléatoire? Trois raisons qui font, avec pragmatisme et là encore sans aucun dogme, que le gouvernement est défavorable, Madame la sénatrice, à l'amendement que vous avez présenté. Très bien. Explication de vote, Monsieur Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre. Effectivement, je viens d'écouter attentivement Monsieur le Ministre. Donc, ces arguments, effectivement, sont importants. Mais, comme je l'ai fait en première lecture, donc, je pense que, effectivement, et comme l'a dit le Sénat, la femme qui accouche verrait sa filiation tout à fait normale, établie selon le droit existant, qui est la mère, et la seconde mère aurait une procédure d'adoption simplifiée, accélérée. Alors, est-ce que ça peut être proposé antérieurement et réalisé juste le jour de l'accouchement? Peut-être qu'il y a des choses à adapter, mais cette proposition, utiliser les droits existants sans bouleverser les principes de la filiation, et donc j'approuve cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Hainaut.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes. Je suis favorable à la PMA pour les femmes seules. Je suis défavorable à la PMA post-mortem. Et donc, je vais m'exprimer dans ce cadre sur la filiation. Vous avez évoqué les aléas, Monsieur le Ministre. C'est bien évidemment une question qu'on peut se poser, mais la vie est un aléa, au fond, permanent. Je pense que nous avons la filiation charnelle, la filiation par présomption pour ce qui concerne le père, nous avons la filiation par adoption, et même étant favorable à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, je ne pense pas qu'il faille bousculer le Code civil et la filiation, et que le travail qui a été fait par la commission spéciale du Sénat permet parfaitement, à égalité de droits et de devoirs, parce que dans votre intervention hier, Monsieur le Ministre, vous aviez évoqué le fait qu'il y avait, je ne sais pas si vous aviez vraiment parlé comme ça, mais une forme de question de hiérarchie ou de légitimité par rapport à la mère qui accouche et par rapport à celle qui adopte. Bon, si vous me dites non, c'est mieux. Mais je pense que si on aborde une nouvelle filiation, peut-être qu'on fragiliserait en faisant cela la filiation par adoption. Et donc, dans la logique de ce qui a été présenté par la commission spéciale, à titre personnel, je voterai cet amendement. Je vous remercie. Merci, Madame Guillotin. Oui, rapidement, juste pour dire que je voterai donc contre cet amendement. Et comme je l'ai dit en DG, étant plutôt satisfaite de l'écriture telle qu'il était sorti de l'Assemblée nationale, donc nous voterons bien évidemment contre et préférons l'autre mode de filiation que le mode de l'adoption. Très bien. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement 12. Je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 71 sur l'amendement numéro 12 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 228, nombre de suffrages exprimés 212, pour l'adoption 151, contre 61. Le Sénat a adopté. En conséquence, cet amendement réécrivant l'article 4 est ainsi adopté. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Monsieur le ministre, j'allais demander s'il y avait des explications de vote, mais nous allons commencer par vous. Avant cela, si vous me le permettez, pardon. Madame la Présidente, comme l'a indiqué tout à l'heure le garde des Sceaux, en vertu du principe constitutionnel de sincérité et de clarté du débat, l'article 1er n'étant pas en passe d'être rétabli, à ce que je constate, puisque vous alliez soumettre, Madame la Présidente, l'ensemble du texte au vote des sénateurs. Si la suppression donc est maintenue de cet article 1er, il convient de voter en connaissance de cause sur l'article 4, qui tire les conséquences de l'article 1er en matière de filiation. Et donc, pour une fois encore la clarté et la sincérité des débats, le gouvernement demande une nouvelle délibération sur l'article 4, eu égard au fait que l'article 1er n'a pas été rétabli, dans la lignée des propos tenus par le garde des Sceaux cet après-midi. Quel est l'avis de la commission, Monsieur le Président ? Madame la Présidente, dans la mesure où il y a la demande d'un nouveau vote sur un article qui a déjà été voté, c'est le Sénat qui doit s'exprimer sur le sujet par un vote global, d'après le règlement. Y a-t-il un orateur contre ? Donc en fait, il y a une demande de délibération sur l'article 4. Oui, sauf que le rapporteur, le président de la commission, en fait, c'est le Sénat. Alors, on revote sur le 4. Bon. Donc,
suite à l'explication du président, je consulte donc le Sénat sur la demande de la seconde délibération. Donc je mets aux voix. Pour... Monsieur Jomier. Monsieur Jomier. Madame la Présidente, je suis désolé, mais je pense qu'on peut quand même prendre un peu le temps de la discussion, parce que quand... Le règlement intérieur prévoit qu'il n'y a pas d'explication de vote quand il y a une deuxième délibération. Donc c'est pour ça que je mets aux voix immédiatement. Je suis désolée, Monsieur Jomier, hein, c'est pas vraiment, très bien, c'est mais vraiment Madame pas pour vous interrompre, mais ainsi en est décidé par le règlement intérieur. Donc moi je mets aux voix sans explication de vote. On ne peut pas, Madame la Présidente, on voudrait comprendre exactement ce qui est mis aux voix. Donnez-nous 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous a été indiqué, lorsque l'article 1 a été rejeté, le président de la Commission nous a alors expliqué qu'il y aurait une seconde délibération qu'il demanderait sur l'article 1. C'est ce qui a été indiqué dans cet hémicycle et qui figure au procès-verbal de la séance. Le garde des Sceaux nous a effectivement indiqué que si l'article 1 était définitivement supprimé, il demanderait une seconde délibération sur l'article 4, ce que vient de confirmer le secrétaire d'État. Le président de la Commission, maintenant, nous informe que, contrairement à ce qui a été indiqué à l'hémicycle, il n'y aura pas de seconde délibération sur l'article 1. Donc, nous constatons que le débat que nous avons eu sur l'article 4 est effectivement un débat qui était biaisé. Voilà, et nous demandons qu'un minimum d'ordre législatif soit remis et que nous puissions de nouveau, effectivement, débattre de l'article 4. Alors, je demande s'il y a un orateur contre. Donc vous êtes contre la seconde délibération. Vous êtes pour la seconde. D'accord. Monsieur, normalement, il n'y a pas d'explication de vote. Allez-y, monsieur Bas. Madame la Présidente, je prends la parole contre la demande du gouvernement de seconde délibération sur l'article 4. Je considère que cet article 4, tel qu'il a été adopté de nouveau par le Sénat aujourd'hui comme l'an dernier, permet d'affirmer avec clarté la position du Sénat en matière de filiation s'il devait y avoir ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes. Je souhaite que, en vue des débats au sein d'une future commission mixte paritaire, le vote du Sénat sur la question de la filiation puisse être pris en compte en ayant été réaffirmé avec solennité. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors que nous avons considéré qu'il y avait lieu de débattre de l'article 4, malgré le fait que l'article 1er n'avait pas été adopté, je considère qu'il faut s'en tenir à ce choix qui a été fait en toute connaissance de cause au cours de notre débat. Il n'y a pas de raison, donc, d'y revenir. Alors, écoutez, puisque les pour et contre se sont exprimés, je consulte donc le Sénat par un vote sur la demande de seconde délibération telle que demandée par le gouvernement. Est-ce qu'il y a une demande de scrutin public sur cette demande de délibération ? Eh bien, il faut qu'elle soit formulée. Il faudrait que je reçoive un petit papier vert, vous voyez ? Le papier vert est en route, donc préparez-vous à un scrutin public. Nous allons voter sur la demande du gouvernement de seconde délibération sur l'article 4. Donc, il y aura à se prononcer contre ou pour. Est-ce que c'est clair ? Parfait. Donc, j'attends le petit papier vert. Il est formulé par plusieurs groupes. C'est bon ?
Je suis donc saisie d'une demande de scrutin public par les groupes CRCE, Socialistes, Écologistes. Est-ce qu'il y en a un quatrième ? Socialistes. Socialistes, écologistes et communistes. Voilà, donc c'est par les 3 groupes que je vous ai cités sur la seconde délibération du gouvernement sur l'article 4. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 79. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 129, contre 214. Le Sénat n'a donc pas adopté cette proposition de délibération, une seconde délibération sur l'article 4. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote avant ce vote ? Monsieur Salmon. J'avais bien dit, Madame la Présidente, merci. Je m'étais déjà exprimé hier sur le caractère assez dantesque de ce projet de loi. Là, on nous demande de nous exprimer sur un projet de loi qui est tronqué, avec un article 1 qui était quand même un des piliers, un des éléments essentiels, et il a carrément disparu. C'est quand même assez incroyable, surtout qu'on nous avait annoncé hier également une procédure qui visait à reconvoquer la commission spéciale pour préparer un nouveau vote sur l'article 1. Donc voilà, les procédures ont l'air d'être assez fluctuantes. Je ne sais pas exactement. Il y a un règlement, mais ce règlement aurait certainement besoin d'être un peu affiné parce que là, nous flottons complètement. Donc nous ne pourrons pas voter contre cette loi, nous ne pouvons pas voter pour. Donc il ne nous reste qu'une seule solution, c'est l'abstention, mais c'est vraiment à grand regret. Merci, cher collègue. Monsieur Mohamed Soilihi. Oui, merci Madame la Présidente. Ce texte qui portait tant d'avancées et qui méritait un débat serein et constructif se retrouve dépourvu de presque toute sa substance après un examen pour le moins tourmenté. Voter ce projet de loi sans son article 1er et son article 2 est impensable pour une majorité de notre groupe. Le groupe RDPI choisira donc de voter contre ce texte pour une bonne partie d'entre nous. Non pas parce que nous ne souhaitons pas nous positionner sur les mesures qu'il portait, bien au contraire. C'est parce qu'il ne porte plus grand-chose que nous votons contre ce texte qui est aujourd'hui complètement dénaturé. Chers collègues, Madame Cohen. Merci Madame la Présidente. Moi je suis scandalisée par ce qui se passe au Sénat. Scandalisée parce que finalement, il y a une malhonnêteté qui s'est produite dans l'hémicycle. Quand on nous dit qu'il y a une seconde délibération sur l'article 1 et que cette seconde délibération n'a pas lieu, je suis désolée, j'appelle ça une malhonnêteté intellectuelle pour le moins. Surtout qu'hier, mes chers collègues, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vidé l'article 1 de tout son contenu. Et c'est ce que vous vouliez dès le départ. Mais vous n'avez pas voulu assumer les désaccords que vous avez dans vos rangs. Parce que, à droite, vous êtes divisés là-dessus. Il y a une partie de la droite qui est farouchement contre et une autre partie qui est plus nuancée et qui pensait que la gauche les soutiendrait. Mais assumez vos désaccords et ne faites pas porter sur les autres les responsabilités de vos désaccords. Vous ne voulez pas aujourd'hui majoritairement que toutes les femmes aient accès à l'AMP. C'est ça qui va sortir de notre séance ce soir. Et ce qui est très grave, mes chers collègues, et c'est pour ça qu'avec le groupe CRCE, nous sommes particulièrement en colère. Ce qui est très grave, c'est que vont dire les gens à la suite de ces 2 jours de débat ? Ils vont se demander à quoi sert le Sénat. Et ça ne nous sort pas grandi. Parce que nous voulons effectivement faire bouger les choses dans notre pays, chacun avec des lignes politiques sans doute différentes. Mais là, on a montré quoi ?
une inutilité de nos débats. Et moi, je suis particulièrement en colère parce que finalement, ce jugement, il ne va pas seulement être porté contre la droite, mais sur l'ensemble de la représentation parlementaire. Et c'est de votre responsabilité. Et c'est pourquoi je dénonce ce qui s'est passé. Et nous dire qu'on va finir on a appris 10 minutes, même pas 10 minutes avant, qu'il n'y aurait pas de seconde délibération. Quand j'ai interrogé pour savoir, mais attendez, on va finir d'examiner la loi ? Ah, on ne sait pas, etc. Puis tout d'un coup, on nous a dit 10 minutes avant. Mais vous nous avez pris en otage. Ça n'est pas en toute connaissance de cause. Et ça, il faut que ça soit clairement dit dans le procès verbal. Nous avons été trompés et en plus de ça, cette loi n'est pas celle qu'on devait porter par rapport à la bioéthique. L'attente pour les femmes, l'attente pour la recherche, l'attente pour l'éthique. C'est un scandale. Monsieur Jomier pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. À tout le moins, c'est un naufrage. Et c'est un naufrage qui vraiment nous attriste. Parce que quand nous avons débuté cette discussion, je disais mes craintes, nos craintes d'une radicalisation des positions, du fait que la discussion allait être très difficile en seconde lecture, mais je crois qu'on ne pouvait pas imaginer que la procédure se déroulerait de cette façon. C'était le chaos hier dans l'hémicycle et c'est le naufrage en fin de discussion. Nous voilà avec un texte qui est privé d'une part significative. On pouvait discuter de sa légitimité à être là, mais elle était là. Et le résultat, c'est que vous avez vidé ce texte. Et in fine, je partage ce qu'a dit ma collègue Laurence Cohen. Vous nous avez laissé croire qu'il y aurait une seconde délibération. Il n'y a pas de seconde délibération sur l'article 1. Et ça ne peut pas être simplement une personne qui n'est pas en capacité de tenir ce qu'elle a dit. C'est que les conditions politiques dans l'hémicycle fait que vous n'étiez pas en capacité, vous, la majorité sénatoriale, de tenir cet engagement. Vous n'avez pas été capable, dans la journée d'aujourd'hui, de nous présenter un nouvel article 1 qu'on puisse discuter. Parce que vos antagonismes sont tels qu'encore une fois, vous les reportez sur nous et vous ne les avez pas assumés. Et ça, ce ne sont pas les bonnes conditions d'une discussion parlementaire. On peut s'opposer sur le fond. On admet la sanction du suffrage universel, tous en démocratie, et particulièrement sur cet hémicycle. On en a l'habitude. Mais on ne peut pas accepter de telles conditions d'un débat. On ne peut pas accepter qu'on nous mène en bateau. On ne peut pas accepter qu'on nous fasse discuter un article alors que l'article qui le légitime n'existe pas et nous expliquer que ce n'est pas grave parce que plus tard on en discutera. À l'arrivée, la PMA ne sera pas ouverte. Certains s'en satisferont pour toutes les femmes. Nous le déplorons. La recherche française ne sortira pas renforcée du texte que vous allez adopter. Ce texte, vous l'adopterez sans nous parce que ce texte, c'est le résultat d'un gâchis. Monsieur Hainaut. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Vous aviez dit, Monsieur Jomier, en début de séance, lors de la discussion générale, qu'il y avait un péché originel à cette loi, parce qu'il y avait la partie sociétale et puis la partie bioéthique. Alors, est-ce un péché véniel? Est-ce un péché mortel? Voilà, moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis pour la PMA pour les couples de femmes, PMA pour les femmes seules, et je suis opposé à la PMA post-mortem. Voilà, les conditions du débat ont été difficiles, particulières, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on perd une partie sur la PMA qu'on doit brûler le stade. Et donc, moi, je reconnais que j'aurais préféré un projet de loi dans sa globalité, avec l'article 1, mais il n'empêche, la qualité des débats que nous avons eus sur la bioéthique fait que je trouve que ce serait dommage de ne pas voter
cette partie du projet de loi, au fond véritablement bioéthique, pas sociétale, mais véritablement bioéthique. Et je pense que voter en faveur de ce projet de loi abouti à la fin de notre discussion permet quand même de marquer le travail du Sénat. Je vous remercie. Monsieur Gontard, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par mes deux collègues, Madame Cohen et Monsieur Jomier, mais quand même, quel spectacle on donne ce soir, et je dirais ce qu'on a donné pendant ces 2 jours. Parce que oui, il y a eu des débats intéressants. On a eu des moments particulièrement, je dirais, forts, où on a pu discuter, on a pu débattre. Et je pense que ça, c'était une belle image du Sénat. Et c'est celle qu'on doit donner. Et puis, il y a ce qu'on voit, ce qu'on vit maintenant, ce qu'on a vécu, je ne sais même pas comment le déterminer. De voter un texte sur la PMA, on se retrouve où on n'a plus d'article sur la PMA. Vous nous avez fait voter un article 4 qui n'a plus aucun lieu d'être et vous ne souhaitez pas qu'on puisse y revenir dessus alors que les conditions ont totalement changé. On est donc dans quelque chose qui n'a plus ni queue ni tête. Et tout ça pour ça. Et moi, je suis particulièrement triste en tant que parlementaire de l'image qu'on peut donner ce soir et de l'image du Sénat, parce que je pense que c'est pas celle-là et c'est pas la réalité. Alors moi, j'ai envie de vous demander, sur ce côté de l'hémicycle, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Puisqu'il y a à peine 1 an, en première lecture, on a voté un texte, on n'était pas d'accord, puisqu'on avait eu des échanges, mais on est sorti avec un vote pour la PMA pour toutes les femmes. Alors bien sûr, il n'y avait pas le remboursement, on n'était pas d'accord, mais en tout cas, on était sorti avec un texte issu du Sénat. Ce soir, on va sortir avec un texte tronçonné, un texte sur la PMA sans PMA, et j'ai l'impression qu'en fait, tout simplement, vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas vos divisions, vos divisions, voire vos déchirements au sein de la droite, et vous n'assumez pas le fait que vous ne voulez pas de cette PMA tout court. Mais à ce moment-là, il fallait argumenter là-dessus, il fallait voter là-dessus, et ne pas arriver à cette espèce de nous mener en bateau, arriver là à 1h du matin pour nous dire non, il n'y aurait pas de 2e délibération, alors qu'on nous l'a fait croire pendant toute la journée. Quelle est cette méthode ? Franchement, moi je suis scandalisé, c'est ce qui a été dit, mais je pense que c'est le mot qu'on doit retenir, scandalisé par le spectacle que vous nous avez offert ce soir. Monsieur Fialaire, pour explication de vote. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi, en arrivant récemment dans cette Assemblée, j'étais heureux et fier de rejoindre ce que Clémenceau appelait la chambre de modération de la vie parlementaire. J'espérais y trouver de la sérénité, la possibilité d'aborder des textes importants pour la société, pour notre vie en commun. Et là, je suis très triste, c'est une véritable frustration. Autant les débats et les discussions en commission ont été intéressants, autant je n'ai pas reconnu dans l'hémicycle le même état d'esprit en voyant des choses un petit peu se figer. Et c'est très violent ce qu'on ressent ce soir de ne pas pouvoir aller au bout d'un texte, quand même d'un traité, de se prononcer, d'échanger, même si on ne devait pas être majoritaire, sur ce qui faisait presque l'essence le plus essentiel de ce texte. C'est vrai qu'après vivre des débats en attendant une revoyure sur des articles qui, au dernier moment, nous sont volés, eh bien, je trouve ça effectivement violent. Je trouve que ce n'est pas non plus une belle image que nous donnons à l'ensemble de la société de ce que doit être le Parlement, de ce que doit être notre hémicycle, notre chambre justement de modération qui devait pondérer, qui devait discuter le texte qui est également étudié à l'Assemblée. Et c'est avec une grande tristesse qu'on ne peut pas voter le texte qui nous sera proposé. Merci, cher collègue. Madame Deroche.
Merci Madame la Présidente. Moi, je voulais rappeler quand même ce qui s'est passé hier. Jusqu'à l'amendement de M. Chassaing, désolé pour Daniel Chassaing de le cibler ainsi, mais nous avons eu un débat qui était un débat normal. Bon, alors certes, il y avait un point sur lequel nous n'avons pas voté la même chose que l'an passé, c'était sur l'ouverture aux femmes seules. Bon, je suis à l'aise pour le dire parce que moi, j'étais opposée à l'amendement qui restreignait. Moi, j'étais opposée à l'extension de la PMA. Mais à partir du moment où elle avait été votée, puisque c'est quand même ce qui a été fait lorsqu'on n'a pas voté les amendements de suppression de l'article 1er, à partir du moment où elle avait été donc votée, donc on était resté constant sur le vote de l'an passé par rapport à cela, moi je ne souhaitais pas qu'on fasse une distinction entre les femmes seules et les couples de femmes. Bon, ça a été voté comme ça, mais dans un débat tout à fait normal, en connaissance de cause. Ce n'était pas la même chose qu'en première lecture, mais si on doit obligatoirement voter en deuxième lecture ce qu'était la première lecture, ce n'est pas la peine d'en faire. Je veux dire, et j'ai bien dit à ce moment-là qu'il y avait eu un renouvellement et que les votes pouvaient être différents. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de première soirée, si je puis dire, le président nous a dit « on va faire un scrutin public et ensuite on stoppe la séance ». Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a fait le scrutin public et il nous a fait à la va-vite voter 2 amendements, celui de Mme Benbassa et celui de M. Chassaing, avec la moitié des collègues qui étaient déjà rendus en haut de l'hémicycle. Et là, il y a eu un pataquès sur le vote sur l'amendement Chassaing. Et lorsqu'on a demandé une nouvelle délibération, ne connaissant pas les techniques très juridiques du Sénat, moi, naïvement, je pensais qu'on revoterait l'amendement Chassaing et que ça s'arrêterait là. Non, c'était en effet quelque chose d'assez compliqué qui était de redélibérer sur l'article 1er. Mais qu'est-ce que vous attendiez de cette nouvelle délibération? Si c'était qu'on revienne sur le vote sur les femmes seules, si c'était qu'on refasse tout le débat initial, non, on ne va pas, à chaque fois qu'il y a un vote qui ne vous convient pas, redélibérer pour arriver à avoir un vote qui soit conforme à ce que vous souhaitez. Donc, non, mais donc, même si on avait redélibéré, on aurait supprimé le vote positif sur l'amendement de Daniel Chassaing et on aurait revoté à l'identique. Honnêtement et intellectuellement, il fallait revoter le texte tel qu'il avait été voté jusqu'à l'amendement litigieux de Daniel Chassaing. Sinon, Mais si, c'était un amendement dont on contestait les conditions du vote. Donc, moi, je ne comprends pas cette hystérie du débat, alors que les choses sont claires. Certes, on a eu ce vote de l'article 1er, où il y a eu un vote en effet séparé au sein de notre Présidente, groupe. Parce qu'il il va falloir... Vous avez dépassé votre temps de parole. Favorables et d'autres qui n'y sont pas favorables. Mais si vous souhaitiez que la PMA soit adoptée pour les couples de femmes, il ne fallait pas vous abstenir à ce moment-là sur l'article 1er. Monsieur Chassaing, puisqu'on a beaucoup parlé de vous, vous avez un temps d'explication de vote. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, écoutez, moi, je souhaite bien effectivement dire que ces 3 jours ont été quand même riches dans le débat, donc ça c'est quand même important, mais c'est vrai que je suis vraiment en désaccord avec le rejet des articles 1 et 2 de ce projet de loi, parce que c'est les 2 piliers du texte qui perd quand même une grande partie de sa portée. Alors, Olivier Henno l'a dit, il reste certaines choses au niveau de la bioéthique. Il y a eu des précisions pour les chercheurs, des précisions aussi du Sénat pour les embryons chimériques. Enfin, tout ça, je pense que c'est ce que la majorité souhaitait et la Commission. Donc je regrette la décision du Sénat aussi de restreindre l'ouverture de la PMA à l'article 1. Bon, ça a été dit. Parce que, si vous voulez, dans la mesure où une femme seule peut adopter un enfant, il me semble que nous pouvons aussi l'autoriser à procréer.
La portée initiale de cet article 1 est de permettre à toute femme qui le souhaite de pouvoir enfanter, quelle que soit sa situation personnelle ou son orientation. Notre société évolue, je l'ai dit dans mon intervention, les structures familiales également. Et je pense que nous devions, en tant que législateurs, accompagner ces changements. Nous avions voté jusqu'à effectivement cet amendement que je regrette d'avoir fait finalement. C'est parce que... Alors, je le reprécise quand même, c'était un amendement qui ne porte que sur la possibilité de transférer un embryon. Un embryon, on en a parlé déjà, c'est un début de la vie. Donc lorsque la démarche de PMA est déjà enclenchée, à partir du moment où l'embryon est formé. Donc je considère que, si vous voulez, j'ai considéré que ce n'était pas juste d'interdire à la conjointe de poursuivre la démarche de PMA pour que le couple a souhaité. Il y a d'autres pays qui le font, ce n'était pas extraordinaire. C'est l'Espagne, le Royaume-Uni, et ça représente vraiment quelque chose de très très peu au niveau national. C'est simplement une possibilité. Donc le comité national éthique, d'ailleurs, était favorable. Donc je regrette aussi le rejet du Sénat pour l'autoconservation des gamètes. Nous avions... Collègue, vous dépassez oui, alors l'autoconservation des gamètes est un moyen de lutter contre les infertilités liées à l'âge. Je termine, Madame la Présidente. Ou à d'autres facteurs peu connus. Les femmes sont maintenant libres de leur corps. Elles ne se laissent pas impressionner. Et oui, elles ne se laissent pas impressionner. Et quand elles veulent une grossesse, elles le font. Ce n'est pas un patron d'entreprise qui le fait. Donc collègue. Voilà, je voulais vous dire simplement que je m'abstiendrai malheureusement. Merci, cher collègue. Madame Guillotin. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, je vais juste démarrer avec l'espoir avec lequel j'ai entamé l'examen de ce texte lors de la discussion générale, en pensant qu'on aurait un texte qui était au moins aussi avancé que celui de l'année dernière, voire un peu plus, parce qu'on avait... j'avais nourri cet espoir-là par le biais du vote des 4 semaines de congé parental en disant qu'on était en fait sur un Sénat avec une lancée plutôt sociétalement à l'écoute. Le texte a effectivement bien démarré jusqu'à l'amendement post-mortem. Moi, je n'ai pas la même lecture de ce qui s'est passé. Je ne me suis pas exprimée au moment de cet amendement. Ma lecture n'a pas été la même. J'ai le sentiment que sur la droite de l'hémicycle, il y a eu une focalisation sur l'amendement que j'ai déposé en post-mortem. Il y a eu un scrutin public, il n'est pas passé, certes. Mais je pense que derrière, il y a eu un effet de surprise et un vote à main levée, mais qui n'est pas tant lié à un désordre d'organisation de la présidence, mais bien une démobilisation sur la partie droite de cette assemblée. Quand on fait un match, tant que le sifflet n'est pas sifflé, le dernier coup de ballon, ou voilà, en tout, il y a une démobilisation, le vote à main levée a été perdu. Et derrière, moi je le pense, même si vous ne vous énervez pas, je ne me suis jamais exprimée. C'est la première fois que je m'exprime, laissez-moi m'exprimer. Fâchez-vous après, mais laissez-moi au moins m'exprimer. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ni de rancœur, ni d'animosité, mais je dis juste ce que je pense. Ensuite, et derrière ça, tout est parti un peu à volo. Voilà, c'est parti à volo. On devait revoter, on n'a pas voté. Donc les explications, elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on demande un vote sur la totalité du texte. Il n'y a plus d'article 1. Nous, on était très favorables à l'extension de la PMA pour toutes les femmes seules et de manière remboursée. Ça n'existe plus. L'article 2 sur les dons de gamètes, ça n'existe plus. La filiation, du coup, l'article 4 n'a plus de sens. Donc, concernant notre groupe, on n'était pas tout à fait en accord non plus avec ce qui est sorti sur la recherche, en étant plutôt favorable en allant un peu plus loin sur la recherche. Donc voilà, en toute connaissance de cause, on votera donc contre ce qu'il reste de ce texte. Mais je vous le dis, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a aucune animosité et pas de souci. C'est juste l'expression de ce que j'ai vécu de cette séance. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voudrais exprimer toute ma solidarité au sénateur Chassaing. Je trouve profondément injuste
la façon dont le tohu-bohu législatif que nous menons ici vous est incriminé, chers collègues. Vous êtes bien évidemment absolument étrangers à ce qui se passe ici. Je tenais à vous le dire. Rappelez-vous, chers collègues, comment vous avez abordé ce texte. Vous nous avez dit qu'il ne s'agit pas d'une loi de bioéthique, il s'agit d'une loi sur la PMA. Et c'est comme ça que politiquement vous avez abordé ce texte. Vous avez décidé par l'article 1 de rejeter la PMA, donc vous rejetez ce texte. Je crois que pour l'intelligibilité de nos débats, il faudrait maintenant que vous assumiez cette position et que vous nous disiez là, publiquement, que vous voterez contre cette loi et contre la PMA. Je pense que ça serait une clarification qui c'est essentielle et ça redonnerait un peu de rationalité à notre débat. Alors, je ne peux pas vous obliger à vous exprimer, mais je pense que, sincèrement, ça serait quand même une bonne chose pour que les Français et les Françaises qui vont nous regarder comprennent un peu de ce qui va se passer. Parce que là, ce qui va se passer, il y a des collègues qui sont pour cette loi qui vont voter contre et d'autres qui sont contre qui vont voter pour. Qui va comprendre quoi que ce soit de ce que nous faisons? Donc, je pense que le moment de vérité est important et chaque groupe ou chaque sous-groupe doit en conscience dire s'il est pour ou s'il est contre la PMA. Et à partir de cela, nous définirons notre vote sur cette loi. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Houllegatte, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. En ce qui me concerne, moi, je ne prendrai pas part à ce vote. Bernard Jomier a parlé d'un naufrage, mais ce naufrage, je crains que ce soit véritablement le Sénat qui soit en train de se saborder. Et il s'est sabordé sur la base du non-respect d'une parole qui a été donnée et qui n'est pas respectée et qui a biaisé d'une certaine façon les débats. J'ai pu, vous l'avez constaté, exprimer, moi, une sensibilité complètement différente et je remercie d'ailleurs mon groupe politique de m'avoir permis de m'exprimer et en toute liberté de voter à l'encontre de la majorité du groupe et parfois de me singulariser. Je pense que notre procédure parlementaire est aujourd'hui dénaturée et c'est, je dirais, le rôle du Sénat qui peut être remis en cause. Donc, moi, je ne veux pas participer à cette mascarade. Donc, en conséquence, je ne prendrai donc pas part au vote. Madame Meunier, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. À la colère exprimée par notre collègue Laurence Cohen, à l'exaspération, à la déception, à l'incompréhension exprimée par les collègues des groupes de ce côté-là de l'hémicycle, moi je rajoute un goût amer et une certaine amertume de ce qui se passe au Sénat. Cela a été dit, je ne vais pas le répéter, ça ne ressemble pas à nos débats. On en a eu d'aussi difficiles, et on en aura encore sur d'autres textes. On arrive toujours, un peu à l'image de la commission spéciale, à trouver les mots, l'attitude et les votes qui vont avec. Quand Bruno Retailleau, en discussion générale, vous avez parlé de texte et de contexte, ça aurait déjà dû nous alerter. Et je pense que le contexte de 2021 n'est vraiment pas le même que celui du contexte de la première lecture de 2020. Il a pesé, et parfois, sur cet article 1 comme sur l'article 4, ce sont surtout des postures, je dois le dire, avec une certaine autorité qui a fait part et a fait place à des votes qui, encore une fois, auraient pu être un peu plus nuancés, en tout cas on aurait pu le penser. Voilà, donc cette deuxième lecture ne ressemble vraiment pas à la première et mon vote sera différent du premier. Je ne voterai pas ce texte. Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur Milon. Merci, Madame la Présidente. Je vais revenir sur ce qui a été dit et je comprends bien et j'admets bien le fait que chacun, dans son domaine de préférence ou dans son domaine d'exigence par rapport au vote qui aurait pu avoir lieu, subisse une véritable frustration. Frustration d'un côté, puisque la PMA pour les couples a été votée. Frustration de l'autre, puisque la PMA pour femmes seules n'a pas été votée. Frustration des uns, parce que la PMA post-mortem a été votée.
frustration des autres parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit votée, frustration de moi-même, qui va nous dire je suis vraiment parmi vous tous le plus frustré. Pour une raison simple, c'est que moi je suis favorable à la PMA pour femmes seules, à la PMA pour femmes en couple, à la PMA post-mortem et à la GPA. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc le plus frustré dans cette affaire, c'est encore moi, au bout du compte. Et malgré cela, bon, je regarde ça avec le sourire et j'admets que au bout du compte, nos travaux ont été intéressants. J'avais dit à M. Taquet que j'attaquerais le gouvernement dans cette affaire, et je vais le faire, bien évidemment, en toute amitié avec Adrien. Mais ce que j'ai dit hier, au début de nos travaux, que le texte sur la PMA est un texte social et pas un texte de bioéthique. Si il avait été séparé du texte de la bioéthique, on aurait peut-être eu les mêmes discussions, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Là, on est en train de mélanger ce qu'a dit fort bien, pour ne citer personne, les collègues, ce qu'a dit fort bien un certain nombre de nos collègues dans la salle. Le texte de bioéthique, hormis PMA, n'est pas un texte si mauvais que cela. Les amendements de Bernard Jomier ont été votés. Les amendements de Corinne Imbert ont été votés. Le texte qui est sorti aujourd'hui du Sénat est sensiblement le texte qui est sorti du Sénat il y a 1 an en arrière. Et finalement, il vous avait satisfait à l'époque puisque vous l'aviez voté. Le seul problème, donc, c'est le problème de la PMA. Et je vous dis, vous avez le droit de ne pas être satisfait à droite parce qu'il y en a trop, à gauche parce qu'il n'y en a pas assez, et moi parce que vous n'avez pas tout fait. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc nous allons passer au vote. Il n'y a pas eu de demande de scrutin public. Nous allons donc voter à main levée. Qui est pour ce texte ? Qui est contre ? Ils sont même bien aussi. Qui s'abstient ? Il y a un doute, on va faire un assis debout, hein, parce que pour l'instant, il y a égalité. Donc, qui est pour ? « 26, 27, 28. Moi, j'en ai 28, 29 même. Je vous assure, j'en ai 29. Voilà, c'est bon parce que certains se sont levés en cours de route. Qui est contre ? Abstention ? Levez la main pour les abstentions, c'est suffisant. Merci. Le texte est donc adopté. Monsieur le ministre, vous avez demandé la parole.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très brièvement, pour laisser chacun repartir chez lui, vous dire, écoutez, je ne sais pas si c'est parce que je passe de plus en plus de temps en votre compagnie et que j'apprécie de plus en plus votre compagnie, mais je vous trouve particulièrement dur avec vous-même. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, Madame Cohen. Moi, je trouve que, et je voudrais saluer la qualité une fois encore des débats. Si, je suis désolé. Mais non, mais je suis désolé. Je suis désolé. Sur les intersexes, notamment, effectivement, le débat que nous avons eu, je redis et je salue la sérénité dans laquelle ces débats ont eu lieu. Mais la qualité, écoutez, permettez-moi de le penser. Moi, j'ai apprécié la qualité des débats que nous avons eus. Et à l'inverse, pardon ? Ça doit être ça. Non, j'ai un élément de comparaison aussi avec la première lecture que nous avons faite ensemble. Et moi, je suis désolé, je ressors davantage grandi de ce que j'ai pu ressortir. Ça va être le syndrome de Stockholm, ça doit être ça. Donc je vous remercie pour les échanges que nous avons eus et je regrette néanmoins, avec vous, et vous me rejoindrez probablement là-dessus, effectivement que l'Assemblée est reculée sur un certain nombre de points par rapport à l'année dernière, que dans un premier temps, effectivement, l'extension à la PMA aux femmes seules a été rejetée, que la prise en charge par la sécurité sociale de la PMA a été rejetée, que la possibilité de conserver ces gamètes n'ait pas été adoptée et sur l'article 3, que le Sénat ait décidé d'adopter un double régime pour la question de l'accès aux origines. Là-dessus aussi, Monsieur le Président, et ça c'est un sujet de bioéthique, deux régimes qui vont conduire à une inégalité entre les enfants et qui pour certains enfants fera qu'ils ne pourront pas, à leur majorité, pouvoir connaître leur origine parce que on aura considéré qu'ils ne sont en réalité non pas des sujets de droit, mais des objets laissés à la décision de leur donneur, de ne pas leur donner accès aux origines. Et ça, je le regrette très profondément. Je vous l'ai dit et je le redis ce soir. Voilà. Merci une fois encore pour la qualité de ces débats, tout en regrettant l'issue de ce texte.